Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'exploration intérieure. C'est la 47e de cette saison 2024. Un voyage profond et transformateur où Christophe est accompagné par Joël. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, les enseignements, les prises de conscience, les idées fortes qui sont sorties de cette séance. On va suivre le fil ensemble pour essayer d'en extraire les pépites de sagesse. Et puis on clôturera cette exploration en beauté, je crois, avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Alors, allons-y. La séance, elle démarre avec des perceptions sensorielles assez surprenantes, presque déroutantes même. Il y a cette histoire du bruit du verre qui casse dans un container. Un son qui peut être blessant, si on y prête trop attention, mais qui devient comme une chanson, c'est dit comme ça, si l'esprit s'en détache. Et puis, juste après, l'image de semelle en caoutchouc. Silencieuse, normalement. Mais là, elle crise de manière épouvantable sur un parquet ciré. Surtout quand l'intention, c'était justement de ne pas faire de bruit. Comment on peut interpréter ça, pour commencer? Oui, c'est une entrée en matière fascinante, je trouve, parce que ça pose d'emblée la question de la perception et puis de l'intention aussi. Le verre cassé, c'est un exemple parfait de cette dualité, vous voyez. Notre état intérieur, il colore complètement notre expérience du monde. La même chose peut être une agression ou une musique, selon comment on est dedans. D'accord, selon notre disposition. Voilà. Et les semelles, alors là, ça amène autre chose. C'est la dimension de l'intention paradoxale. Vouloir être discret à tout prix, s'effacer, ça peut devenir une source de tension énorme, surtout dans un contexte comme le parquet ciré qui rend cette discrétion quasi impossible. En fait, l'effort même pour ne pas déranger crée le dérangement. Ah oui, c'est ça. C'est une sorte de mise en abîme, si vous voulez, de l'auto-sabotage involontaire. C'est intéressant, cette idée d'intention paradoxale. Est-ce que ça veut dire que l'effort de contrôle peut devenir le problème lui-même? À force de vouloir trop bien faire, trop discret, on finit par amplifier l'inconfort? C'est une piste très pertinente, oui. Ce désir de contrôle absolu sur son impact, sur le bruit qu'on fait au sens propre comme au figuré d'ailleurs, ça peut générer une hypervigilance qui est en soi une source de stress et d'échec. L'intention au départ, elle est louable, la discrétion, mais elle se transforme en une contrainte pesante, presque une obsession. Et ça rend la démarche littéralement crispée et donc bruyante. D'accord. On voit déjà poindre un thème de tension interne là, lié à l'image de soi, à la peur du jugement ou simplement de déranger. Et cette tension, on dirait qu'elle mène tout droit à ce sentiment, poignant résumé par « je marche seul ». Une phrase qui revient comme un leitmotiv un peu douloureux. Ça évoque un isolement subi, peut-être même une injustice ressentie. On parle aussi d'une loyauté un peu étrange à cette posture d'intériorisation. Ah oui, le lien est très fort en effet. Je marche seul, c'est pas juste une constatation factuelle. C'est le ressenti profond qui découle de cette posture de retrait, d'hyper-contrôle. C'est comme si, à force de vouloir ne pas déranger, de tout garder pour soi, on finissait par se couper des autres, par créer soi-même la distance. Mhm. Et la loyauté qui est mentionnée, c'est sans doute une loyauté à un vieux mécanisme de défense, peut-être appris très tôt. Pour être en sécurité, il faut que je reste en retrait, silencieux. Mais ce mécanisme, une fois qu'il devient rigide, il enferme, il isole. Et l'injustice ressentie alors? Elle vient peut-être du décalage entre l'aspiration profonde à la connexion, qu'on a tous, et ce comportement qui en fait l'empêche. C'est ça qui fait mal. Une loyauté qui devient une prison invisible. Waouh! Et cette exploration des mécanismes, elle va plus loin avec une métaphore particulièrement marquante, je trouve, celle de respirer son propre air vicié, comparée à une bougie sous un verre qui manque d'oxygène et qui finit par s'éteindre. L'image est saisissante. Elle parle d'une sorte d'asphyxie lente, auto-infligée. Absolument. C'est une métaphore d'une puissance symbolique incroyable. La bougie, c'est la flamme intérieure, la vitalité, la lumière, la chaleur. Et le fait qu'elle s'éteigne progressivement par manque d'oxygène et pas par manque de cire, ça c'est crucial. Ça suggère que la source du problème, c'est pas un manque de potentiel, de carburant si on veut. C'est un manque de renouvellement, d'ouverture à l'extérieur, à l'air frais. Respirer son propre air vicié. C'est ça. C'est tourner en boucle dans ses propres pensées limitantes, ses émotions qui sont pas traitées, sans apport extérieur qui pourrait vivifier tout ça. C'est vraiment un processus d'étouchement interne.
Et le terme complaisance est associé à cette image. Comment on peut comprendre ça ici? Parce que ça n'a rien de confortable pourtant. C'est une sorte de résignation, d'habitude à cet état d'étouffement? C'est exactement ça. La complaisance, dans ce contexte, elle n'a rien, mais alors rien de confortable. Non, non. Elle désigne plutôt une forme d'acceptation passive, une sorte de fatalisme face à cette situation d'asphyxie. Peut-être par épuisement, ou par manque de perspective, ou parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'autre issue, tout simplement. C'est l'état de celui qui sent bien qu'il s'éteint, mais qui trouve plus l'énergie ou la clé pour soulever le verre. Hmm. Il y a une nuance d'amertume là-dedans, de regret diffus, comme un suicide métaphorique lent, oui. Une renonciation à sa propre vitalité. On subit l'étiolement plus qu'on ne le choisit, mais on ne lutte plus vraiment contre. Cette passivité face à sa propre extinction, c'est troublant. Et le voyage intérieur continue, on change de décor. On passe à l'image d'un photographe au bord d'une digue. Il est captivé par la beauté spectaculaire mais dangereuse des vagues qui déferlent, au point d'en oublier le risque. Il y a même une référence au poète romantique et à l'absinthe. Est-ce que c'est une exploration de l'attraction pour le danger? Ou pour une beauté qui consume, qui détruit? Cette image, elle ouvre encore une autre strate d'analyse, oui, la fascination pour la beauté dangereuse, que ce soit les vagues ou l'absinthe pour les poètes, on peut la voir sous plusieurs angles. D'une part, ça peut symboliser une recherche d'intensité, une tentative de se sentir pleinement vivant face à un quotidien qui est peut-être jugé terne ou étouffant, et là on retrouve l'écho de la bougie d'ailleurs. Flirter avec le danger pour réveiller ses sens en quelque sorte. D'accord. Et l'autre angle... D'autre part, ça peut aussi être une forme de fuite, une manière de se détourner de l'expérience de vie plus ordinaire, mais peut-être plus engageante, plus confrontante aussi. La contemplation esthétique, même si elle est risquée, peut devenir une échappatoire, pour éviter de s'investir réellement dans sa propre existence. Une échappatoire qui masquerait une peur plus profonde, peut-être. La séance semble faire le lien avec la conscience que la vie file, la fragilité physique et mentale qui augmente avec le temps, la peur que tout puisse s'arrêter et disparaître en un instant. Cette fascination pour le bord du gouffre, ça serait alors une réaction à l'angoisse de la finitude? C'est une lecture très cohérente avec le fil de la séance, oui, la prise de conscience aiguë de la précarité de l'existence, de l'impermanence. Ça peut être terrifiant, si on s'identifie totalement à son corps, à sa durée de vie limitée, cette peur peut devenir paralysante. Et du coup, la fascination pour le danger ou pour des états un peu limites, comme la transe artistique ou l'ivresse, pourrait être vue comme une tentative paradoxale de défier cette finitude, de se sentir intensément vivant juste avant la chute potentielle, ou plus simplement de se distraire de cette angoisse existentielle fondamentale. Mais c'est un paradoxe, en effet. Oui, parce que cette focalisation sur le danger ou l'intensité extrême, elle empêche de savourer la plénitude plus simple et peut-être plus durable du moment présent. C'est comme si la peur de mourir empêchait de vivre pleinement. Et ça nous amène, je crois, au cœur du blocage qui est identifié, la peur de devenir vulnérable si j'accepte la croyance que je ne serai pas éternel. Une confusion fondamentale semble être pointée du doigt là. Vous pouvez nous éclairer sur cette confusion? Oui, cette confusion, elle est vraiment centrale. Il s'agit de la méprise entre l'être, la conscience profonde, l'essence qui, elle, peut avoir une dimension intemporelle, éternelle, et le passage incarné, c'est-à-dire l'expérience humaine spécifique, avec un corps physique, des émotions, une histoire, qui est, par nature, limitée dans le temps. D'accord, la différence entre l'être et l'incarnation. Développer une résistance à s'engager pleinement dans la vie. Parce que vivre pleinement, c'est ressentir, c'est être affecté, c'est accepter la vulnérabilité qui est inhérente à notre condition d'être incarné et mortel. Donc on se protège, mais on s'empêche de vivre. C'est ça, on préfère rester en surface ou flirter avec le danger comme on l'a vu, plutôt que de plonger dans la profondeur de l'expérience avec le risque de souffrir ou de perdre. C'est une sorte d'armure contre la vie en fait, construite sur une méprise. Une armure contre la vie. Face à ce nœud de peur, de confusion, un conseil essentiel est donné. Ça semble être un vrai pivot dans la séance. Se rappeler que la grâce et la félicité sont aussi accessibles dans la matérialisation d'une façon parfaite, satisfaisante, parfaitement satisfaisante. C'est un message puissant, ça, presque à contre-courant de certaines idées spirituelles qui dévalorisent un peu le matériel, non? En effet, c'est un renversement de perspective majeur.
C'est crucial. Le conseil, c'est pas de chercher une issue hors de la matière, mais de découvrir la plénitude au cœur même de l'expérience terrestre, dans l'incarnation. La grâce, la joie profonde, la satisfaction, elles sont pas réservées à un ailleurs hypothétique. Elles peuvent être vécues ici et maintenant, dans notre quotidien. Et les exemples cités sont d'ailleurs très concrets, hein. L'élan de se lever le matin, la simple joie d'expérimenter les choses, la satisfaction du devoir accompli, la libération des angoisses de performance. Ah oui, c'est très concret. C'est une réhabilitation de la valeur intrinsèque de la vie incarnée. C'est vraiment ça. Donc il ne s'agit pas de nier la dimension spirituelle, mais plutôt de l'intégrer pleinement dans le vécu matériel. Trouver le sacré dans l'ordinaire sans chercher à fuir, c'est ça? Précisément. C'est exactement ça. Il s'agit de cesser de percevoir la matérialité comme une limitation ou une punition, mais de la reconnaître comme le champ d'expérimentation où la conscience peut se déployer et où la félicité peut être goûtée, de manière parfaitement satisfaisante, comme c'est dit. Ça demande un changement de regard, bien sûr. Un ajustement de la focalisation, non plus sur ce qui manque ou sur la fin inéluctable, mais sur la richesse potentielle de chaque instant, sur notre capacité à trouver la joie et le sens dans les actions, les expériences quotidiennes. C'est un appel à habiter pleinement sa vie. Habiter pleinement sa vie. Et pour bien ancrer l'impact de ce conseil, la séance propose une visualisation très parlante, celle de 2 chemins possibles. Le premier chemin, celui où on ignore ces conseils, où on les néglige, il mène à continuer à s'interroger, à tourner en rond. On retrouve l'idée de stagnation, de réalisation limitée, freinée par le doute, le manque de confiance. Ce premier chemin, il illustre bien la persistance des anciens schémas. L'hésitation, l'autocritique, la peur de mal faire, le manque de foi en sa propre guidance intérieure. On peut y faire quelques efforts, bricoler des petits trucs, comme c'est dit joliment, mais sans véritable élan, sans conviction profonde. On reste dans la zone de l'air vicié de la bougie, vous voyez, dans une forme de survie psychique plutôt que de plein épanouissement. Le moteur principal, ça reste la peur ou le doute. Et en contraste, frappant, le deuxième chemin, celui qui est décrit comme la pleine réalisation des conseils. Lui, il ouvre sur des journées ressenties comme plus enthousiasmantes et nourrissantes pour l'âme. On parle d'un état d'alignement, de plénitude, de satisfaction, et d'une sérénité profonde et puissante. La différence a l'air radicale. Radical, oui. Le mot est juste. Ce second chemin, c'est celui de la confiance mise en action. L'enthousiasme remplace l'hésitation. Le sentiment d'être nourri intérieurement remplace celui de tourner en rond. L'alignement, ça évoque une cohérence entre les pensées, les émotions, les actions et la guidance intérieure. Et la sérénité qui en découle, c'est pas une passivité molle, hein. C'est une force tranquille, profonde et puissante. C'est la voie où on ose enfin suivre son élan vital, faire confiance à ce qui émerge de l'intérieur, non pas pour dominer ou prouver quelque chose, mais simplement pour s'épanouir authentiquement. C'est une voie de coopération active, avec soi-même et avec la vie. Cette notion de coopération, elle est essentielle. Et elle nous conduit à ce qui semble être la révélation centrale, le grand basculement intérieur de la séance NC. La joie profonde de ne plus marcher seul. C'est un écho direct au sentiment initial, mais complètement inversé. Ou peut-être, est-ce la réalisation qu'en fait on n'a jamais marché seul? C'est exactement le point de bascule. Le sentiment initial d'isolement, je marche seul, qui était source de douleur, d'injustice ressentie, il se dissout dans la prise de conscience d'une connexion fondamentale, permanente. Ce n'est pas tant que quelque chose d'extérieur vient nous rejoindre, non. C'est plutôt qu'on réalise la présence constante d'un soutien, d'une guidance, d'une connexion à plus grand que soi. L'illusion de la séparation tombe. Et la clé de cette transformation, elle est magnifiquement formulée par l'expression « partager le contrôle ». Partager le contrôle, c'est une formule intrigante, ça. Souvent, on parle de lâcher prise. Est-ce que c'est différent? C'est plus actif que le lâcher prise, peut-être? C'est une nuance subtile, mais importante, oui. Lâcher prise peut parfois être interprété, à tort ou à raison, comme une forme de passivité ou de résignation. Partager le contrôle, en revanche, ça suggère une collaboration active. Il ne s'agit pas d'abandonner toute volonté, toute direction, mais d'ouvrir un espace pour qu'une autre instance, appelons ça la guidance intérieure, l'intuition, ou comme c'est dit, la bienveillance qui gonfle les voiles, puisse copiloter. Copiloter, j'aime bien l'image. Oui, c'est reconnaître que l'ego, ou le mental conscient, n'a pas à tout maîtriser.
Et qu'en faisant confiance à cette autre dimension, on peut être guidé de manière plus fluide, plus juste. C'est une posture d'ouverture, de réceptivité et de confiance active dans le processus de la vie. On choisit consciemment de ne plus s'appuyer uniquement sur ses propres forces, qui sont forcément limitées. Une sorte de partenariat intérieur, donc. Une danse entre l'action personnelle et puis l'accueil de la guidance. Et cette posture, elle mène alors, est-il dit, vers des jours meilleurs, portés par cette bienveillance qui est enfin ressentie et acceptée. Oui, la promesse, c'est celle d'une existence vécue avec plus de fluidité, moins de lutte, plus de joie, plus d'émerveillement aussi. Quand on cesse de vouloir tout contrôler par la seule force du mental et qu'on s'ouvre à cette collaboration intérieure, on peut commencer à percevoir les synchronicités, les aides inattendues, le soutien subtil de la vie. C'est comme si on passait d'une navigation à contre-courant à une navigation où on utilise le vent favorable. La bienveillance qui gonfle les voiles devient une ressource tangible, constante. Pour conclure cette exploration intérieure, la séance se termine sur un enseignement d'une grande simplicité, apparente en tout cas, mais profondément libérateur, je crois. L'invitation à avancer sans se poser de questions, sans chercher à identifier des problèmes qui n'existent que parce que je me les crée moi-même, ou que je les entretiens par ma focalisation dessus. C'est une invitation à désarmer un peu le mental hyper-analytique qui est souvent générateur d'inquiétude. Elle souligne à quel point on peut être les artisans de nos propres difficultés en ressassant le passé, en anticipant le futur négativement, en montant en épingle des détails insignifiants. L'enseignement final, c'est un appel à la confiance radicale. Faire confiance au chemin qui se déploie devant soi, faire confiance à sa capacité à gérer ce qui se présente, faire confiance à sa guidance intérieure, avancer simplement, un pas après l'autre, sans alourdir le présent avec le poids de problèmes auto-générés. C'est une forme de légèreté retrouvée. Et cette légèreté, on dirait qu'elle ouvre des potentiels immenses, si on en croit l'image finale. Les champs sont blancs pour la moisson. Une métaphore agricole qui suggère l'abondance, la récolte imminente. Tout à fait. Cette image finale est porteuse d'un grand espoir, d'une promesse de fécondité. Elle suggère que lorsqu'on adopte cette nouvelle posture de confiance, de coopération intérieure, de simplicité, les fruits sont là, prêts à être cueillis. Le potentiel de croissance, de réalisation, de joie, il est disponible. Il n'attend que notre changement d'état d'esprit pour se manifester pleinement. C'est la conclusion logique du chemin parcouru. De l'asphyxie à l'abondance, de l'isolement à la récolte partagée. C'est beau, non? C'est très beau, une exploration vraiment riche, oui, qui nous a mené de la contraction initiale, symbolisée par ces semelles crispées et la bougie qui s'éteint, jusqu'à l'ouverture finale et la promesse des champs prêts pour la moisson. Un parcours qui illustre magnifiquement, je trouve, le passage de l'isolement subi à la coopération consciente et joyeuse avec la vie. Et maintenant, on passe à la composition musicale tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cette exploration, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cette discussion autour de toi. Parfois, une perspective différente peut éclairer un chemin. Et si tu sens en toi l'appel d'un son intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. J'entendais le verre cassé, je croyais que c'était la fin, mais c'était juste un pas à franchir, dans le silence de mes mains. Je marchais sur des graviers, en retenant chaque bruit, comme si ma place sur terre devait se mériter, sans bruit. Je marchais seul, pourtant l'air me portait, je respirais mon propre air, et je m'éteignais sans le savoir. Mais la vie n'attend pas qu'on soit parfait, elle attend juste qu'on ose respirer. Les champs sont blancs, la moisson chante, j'ai cessé de tout contrôler. Je ne marche plus seul, jamais, la vie m'accompagne doucement. Partager le contrôle, pas lâcher prise, c'est danser avec ce qui vient. Et soudain, chaque pas devient grâce, chaque souffle, un oui vibrant. Je ne suis plus seul, la vie danse avec moi. je ne suis plus seul, La vie danse avec moi.
avec moi. Oh, je fixais les grandes vagues, comme si le danger me donnait du sens. Mais la vraie beauté, elle est là, dans le pain grillé du matin. Oh, se lever sans se demander est-ce que je vaux la peine? juste sentir que j'existe et que c'est déjà une offrande. Pas de performance, juste être et me laisser porter. Je croyais qu'il fallait souffrir pour mériter un peu de joie. Mais la joie, elle est gratuite quand je cesse de me cacher d'elle. Les champs sont blancs, la moisson chante. J'ai cessé de tout contrôler. Je ne marche plus seul, jamais. La vie m'accompagne doucement. Partager le contrôle, pas lâcher prise. C'est danser avec ce qui vient. Et soudain, chaque pas devient grâce. Chaque souffle, un oui vibrant. Oh, je ne suis plus seule. Oh, La vie danse avec moi. oh, je ne suis plus seule. Oh, La vie danse avec moi. Avance. pas besoin de chercher les problèmes, ils n'existent que si tu les regardes trop longtemps. Un pas puis un autre et la route se fait sous tes pieds. Les champs sont blancs. Tout est prêt. Plus de bougies sous verre. Je respire à plein poumon. Plus de peur de disparaître. Je suis ici et c'est assez. Les champs sont blancs, la moisson chante. J'ai cessé de tout contrôler. Je ne marche plus seul, jamais. La vie m'accompagne doucement. Partager le contrôle, pas lâcher prise. C'est danser avec ce qui vient. Et soudain, chaque pas devient grâce. Chaque souffle, un oui vibrant. Oh, je ne suis plus seule. Oh, La vie danse avec moi. oh, je ne suis plus seule. Oh, La vie danse avec moi. Les champs sont blancs. Les champs sont blancs. Je récolte la joie.